Alors Reda, tu as pris à bras le corps un dossier très technique, moi j'aurais pas osé, mais aux conséquences très politiques. Tu t'es penché sur le mécanisme de règlement des différends entre les investisseurs et les États. Alors on va s'accrocher parce que c'est très important. Et comme je suis un mauvais élève, je dois te le confesser, on va commencer par un cas d'école. Écoute, ne sois pas trop dur avec toi-même. Moi-même, je suis obligé de m'accorder ce type d'exemple. Commençons donc par ce fameux cas d'école. Serge, est-ce que tu connais les frères Mikula? Mais non, pas du tout. Moi non plus. Jusqu'à ce matin, les jumeaux Johan et Viorel Mikula sont deux frères roumains qui comptent parmi les nouveaux millionnaires post-socialistes du pays. Ils sont propriétaires d'une trentaine d'entreprises actives dans des domaines très divers, de l'alimentation, le tourisme ou les médias. Une de leurs entreprises, European Food, est elle basée en Suède. En 1999, la Roumanie met en place un programme d'incitation à l'investissement pour stimuler le développement des régions défavorisées du pays. Concrètement, les entreprises qui investissent dans les zones concernées bénéficient d'exonérations fiscales sérieuses et importantes et d'exemptions de droits de douane. Par exemple, les frères Mikula y voient une opportunité, ils ont du flair et développent leurs activités agroalimentaires, des usines de transformation, des minoteries sur place. Le problème commence en 2005. La Roumanie ratifie le traité d'adhésion à l'Union européenne cette année-là. Automatiquement, elle décide de mettre fin à ce programme d'incitation à l'investissement et pour cause, les exonérations fiscales accordées sont contraires au principe de libre concurrence. Elles sont considérées comme des subventions publiques, c'est-à-dire des aides illégales d'État. La même année, les deux frères décident de saisir un tribunal d'arbitrage privé qui siège au CIRDI, un organisme qui accueille ces instances-là et qui dépend de la Banque mondiale. Bon, alors tu vas nous rappeler ce que c'est qu'un tribunal d'arbitrage, parce que là je suis un peu paumé. Élève Faubert, ce sera juste la deuxième fois, c'est la minute pédago. On commence par un truc très simple. En chaque accord commercial bilatéral, il y a des clauses qui visent à protéger les investissements. C'est assez simple jusque-là, tu suis ça? Ça va. En cas de litige entre un investisseur et un État, chacune des parties nomme un juge. Il sera arbitre, donc c'est souvent un cabinet d'avocats ou un représentant de ces grands cabinets d'avocats d'affaires internationaux. Celui qu'ils veulent. Voilà, chaque partie en choisit un, puis les deux juges ensemble s'accordent sur l'identité du troisième arbitre. Et ce triumvirat finalement décidera de ce qu'il doit faire. On revient à notre cas d'école. Les investisseurs donc réclament des compensations à l'État roumain de près de 450 millions d'euros au titre de profits qu'ils ne toucheront pas à cause du changement de réglementation et de la fin de ces subventions. La Roumanie, elle, se défend. Elle explique naïvement que ce changement était prévisible, inévitable, puisque son adhésion à l'Union européenne, en 2007, impliquait forcément une mise en conformité avec le droit européen. Le tribunal arbitral, lui, j'allais dire arbitraire. Le tribunal arbitral, lui, condamne malgré tout l'État roumain, en 2013, à verser 183 millions d'euros à l'investisseur suédois. Bucarest est coincé à ce stade. En fait, c'est simple, il n'y a pas d'appel possible avec ce système d'arbitrage privé. La Roumanie peut solliciter l'annulation de la décision auprès du CIRDI. Cela permet de suspendre au moins le versement de la somme. Dans le même temps, l'État roumain saisit la Cour européenne de justice sur son affaire. Les investisseurs, eux, malins, ont fait enregistrer la décision de ce tribunal d'arbitrage dans une cour au Royaume-Uni pour forcer le versement d'une garantie. Au moins la garantie de 183 millions d'euros, c'est une façon de contourner la suspension du paiement qui avait été obtenu par la Roumanie. Mais elle est déjà prévenue par l'UE. Si elle paye le versement de l'indemnisation ou même le versement de garantie, elle sera poursuivie par l'Europe parce que ce serait une aide illégale d'État. En attendant la fin de ce mauvais feuilleton judiciaire dans les mois qui viennent, un chiffre permet de donner la mesure de ce que représente ce combat pour un petit pays comme la Roumanie. 183 millions d'euros, donc ce sont 38 000 années de salaire pour une infirmière roumaine ou un an de salaire pour 38 000 infirmières roumaines. Tu avais capté ça, Serge, j'espère. Ces histoires-là, en fait, d'État contre investisseurs, les nouveaux pays de l'Union européenne les connaissent très très bien malgré eux. Regarde, cette carte nous montre les chiffres qui ont été compilés entre 2004 et 2014 par l'association Les Amis de la Terre en Europe. Il y a eu 127 affaires traitées par les tribunaux d'arbitrage privés dans lesquels des pays européens étaient poursuivis. Sur ce total-là, parce que 77 affaires, plus de la moitié, ne concernaient que les 5 pays d'Europe de l'Est, parmi les moins riches que l'on voit ici, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, les républiques tchèques et slovaques. Mieux encore, les investisseurs ont réclamé pas moins de 30 milliards d'euros aux pays de l'UE sur cette période-là, dont 21 milliards exclusivement aux nouveaux entrants dans l'Union, donc les pays qu'on vient de citer, plus la Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, la Slovénie et le Chypre. Donc des pays déjà bien solides à qui on peut faire les poches. La liste en fait, de ces affaires-là est assez impressionnante. Les cas se multiplient. Elle questionne en fait profondément la question de la souveraineté des États. Elle soulève la question de la souveraineté des États dans la réglementation, dans le domaine de la santé et le plus souvent sur des sujets environnementaux.
En fait, globalement, le problème avec les tribunaux d'arbitrage privés, c'est que ce sont des juridictions supranationales. Et je vais te donner un autre cas d'école, plus court celui-ci, mais qui va nous amener à quelque chose de très important. En République slovaque, par exemple, le gouvernement a commencé en 2004 la privatisation de son secteur de l'assurance santé. Achmea, un groupe d'assurance néerlandais, se lance sur le marché. En 2006, la jeune République revient partiellement sur cette libéralisation. Comment? En interdisant la distribution des bénéfices tirés de cette activité d'assurance, en interdisant que ces bénéfices soient distribués aux actionnaires, le principe de la mutuelle. Tout de suite, en 2008, Achmea saisit le tribunal d'arbitrage privé qui lui accorde, en 2012, 21 millions d'euros de dédommagement à payer par la Slovaquie. Le pays saisit une cour fédérale allemande. Pour contester, suspendre le paiement de l'indemnisation, la Cour allemande ne sait pas si elle est compétente, elle se tourne vers la Cour européenne de justice, c'est bientôt la fin, accroche-toi, pour qu'elle se prononce sur sa compétence. Et là, c'est une décision inattendue qui est tombée le 6 mars et qu'on va développer avec notre invité Nicolas Roux. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de Les Amis de la Terre en France sur cette question de traité. En quoi est-ce que cette décision de la Cour européenne, qui considère que les tribunaux d'arbitrage privés sont incompatibles avec le droit européen, est importante? Elle est très importante. D'une part, c'est une grande victoire pour tous ceux qui veulent plus de démocratie, plus de transparence en Europe. Et aussi parce que la Cour de justice européenne dit clairement que les tribunaux d'arbitrage dont vous parliez sont une menace directe aux tribunaux nationaux et à la justice européenne en général. Techniquement, là, ce qui s'est passé, c'est que la loi européenne est la référence pour tous les tribunaux européens et qu'en fait, ces tribunaux d'arbitrage sont en dehors de cette jurisprudence, de ce schéma juridique, en fait. Exactement. Donc on a des tribunaux d'arbitrage qui sont, comme vous le disiez, dont les décisions dépendent d'avocats d'affaires, qui deviennent des arbitres, donc. Et la Cour de justice européenne a estimé que ces tribunaux d'arbitrage ne pouvaient pas interpréter le droit européen parce que de facto, c'est ce qu'ils font, ces tribunaux d'arbitrage, chaque fois qu'ils rendent une décision arbitrale concernant des pays de l'Union européenne. Donc c'est la fin d'une justice parallèle finalement, enfin discrète, très discrète et... J'irai pas jusqu'à dire que c'est la fin, c'est une décision qui va dans cette direction, mais on n'en est qu'au début, donc maintenant il va falloir voir quelles vont être les conséquences de cette décision dans les semaines, dans les mois à venir. Concrètement, il y a je le disais tout à l'heure, énormément de cas, enfin plus d'une centaine de cas sur les années 2004-2014, mais énormément de traités bilatéraux aussi qui sont signés. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les États qui sont aujourd'hui en litige devant les tribunaux d'arbitrage privés? Bon, déjà, cette décision n'impacte que l'Union européenne, il faut bien le noter. Et qu'est-ce que ça va changer? Comme je disais, c'est encore un peu trop tôt pour le voir, mais ça pourrait remettre en cause justement toutes les clauses d'arbitrage qui sont contenues dans les traités bilatéraux intra-européens, donc entre pays de l'Union européenne, mais aussi peut-être d'autres traités qui ont été signés par l'Union européenne, comme le fameux CETA entre l'Union européenne et le Canada. Le CETA contient aussi des clauses de protection de l'investissement qui permettent le recours à des tribunaux d'arbitrage privés. Il n'est pas signé en fait entre l'Union européenne et le Canada. Les négociations se poursuivent. Est-ce que cette décision est de nature à modifier la négociation en cours ou pas? Le CETA a été signé. En fait. Corrigez-moi si j'ai tort. Voilà. Je me permets de vous corriger. Non mais Serge, je disais au début, je ne sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans, moi non plus des fois. On est tous à l'école. Hein. Non mais c'est vrai, je vous accorde que c'est très technique, même nous des fois on s'y perd. Non, le CETA a été ratifié par le Parlement européen, donc il est ce qu'on appelle en application provisoire, c'est-à-dire que la grande majorité, à peu près 90% de l'accord, est déjà mise en œuvre en Union européenne. Maintenant, pour qu'il soit pleinement en force, il faut que tous les parlements nationaux le ratifient. Pour l'instant, il y en a juste 8 ou 9 qui l'ont fait. La France ne l'a pas encore fait. Et j'ai oublié votre question. Et donc sur ce dernier pan qui n'est pas encore actif, on va dire, sur le CETA, donc il doit être ratifié par les parlements nationaux, est-ce que cette décision de la Cour européenne de justice peut influer sur ces ratifications nationales? Exactement, parce qu'une des parties qui n'a pas été mise en œuvre encore, c'est justement ces tribunaux d'arbitrage. Parce que c'est une compétence mixte qu'on appelle, c'est-à-dire que ça dépend de l'Union européenne et aussi des États membres. Donc cette décision en fait peut impacter la mise en œuvre complète du CETA, parce que le tribunal d'arbitrage contenu dans le CETA pourrait lui aussi en fait être considéré incompatible avec le droit de l'Union, le droit communautaire. Alors, pardon, vas-y. Une dernière question. Cette décision de la Cour de justice européenne interrompt les procédures en cours ou celles-ci vont prospérer jusqu'à leur terme et la décision ne s'appliquera ou ne fera jurisprudence que pour les nouvelles procédures? Alors, il y a, en fait, il va s'agir principalement
des cas en cours, mais aussi des cas à venir. Mais ça ne va pas être automatique, on va dire. Donc ça va être la compétence, du moins de la responsabilité des États de soulever en fait cette incompatibilité devant des systèmes de justice nationale. Mais donc la bagarre n'est pas finie, quoi. Non, la bagarre vient juste de commencer, en fait. Voilà, c'est l'ouverture d'une jurisprudence, mais comme le système des tribunaux d'arbitrage privés n'est pas intégré à l'ensemble juridique européen, et bien en fait, il n'y a pas d'automaticité, et donc systématiquement, les États ou les investisseurs devront invoquer cette jurisprudence-là, éventuellement, pour aller au bout d'un processus. Là, tu vois, j'ai tout compris. Voilà. Écoute, merci Serge, tu me rassures, j'espère que nos spectateurs aussi. Et si la Cour de justice européenne est cohérente, chaque État qui lui demandera son avis, qui la sollicitera concernant ce problème, en fait, elle devrait suivre la jurisprudence et donc remettre en cause les décisions arbitrales de ces différents tribunaux arbitraux. Espérons. Merci Nicolas d'être venu nous expliquer un petit peu ce schmilblick. Merci Nicolas, merci Reda. Merci, pour terminer,